Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une série de témoignages assez incroyables qui nous emmène tout droit à Néolutèce en 2101. Bonjour. Oui, et les sources qu'on a, ce sont les récits de trois jeunes femmes. Trois hackeuses même, et des hackeuses de génie apparemment, qui se retrouvent un peu par la force des choses dans un lieu clandestin, le refuge. Voilà. Et notre but aujourd'hui, c'est de comprendre un peu les forces qui les ont réunies. On a une méga corporation, Gémocorp, un groupe rebelle, la Commune, Et même une sorte d'inquisition technologique. Et au milieu de tout ça, un drame. la nuit des étoiles filantes. C'est l'événement qui semble être au cœur de tout. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Oui. Et ce qui est fascinant dès le départ, c'est que ce ne sont pas juste trois profils similaires. C'est vraiment la collision de trois mondes. Ah oui, On a l'insider, celle qui vient du cœur de la machine. On a la dissidente, qui arrive de l'extérieur avec une vision presque mystique. d'accord. Et on a la rebelle, la dure, celle qui a grandi dans la résistance. Et leurs histoires, en fait, s'emboîtent pour peindre un portrait saisissant d'une société qui est au bord de l'implosion. Une société où trouver la vérité, c'est déjà un acte de résistance en soi. C'est exactement ça. Alors commençons peut-être par le lieu. Le refuge. C'est important, c'est un salon clandestin caché sous un entrepôt dans le bloc F. Tenu par un couple de personnes âgées, Mamie et El Papé, Et la description est folle. On nous parle de bibliothèques remplies de vrais livres en papier, de meubles usés. C'est un anachronisme complet dans cet univers hyper techno. totalement. Et c'est volontaire. Cet anachronisme, c'est plus qu'un décor, c'est une stratégie de survie. C'est-à-dire On apprend que pour les communications sensibles, ils n'utilisent pas des réseaux cryptés super avancés, non. Ils utilisent de vieux lecteurs de cassettes audio. des cassettes audio. Sérieusement. Oui. Ça peut sembler archaïque, mais réfléchis-y. Dans un monde où tout le numérique est potentiellement surveillé, l'analogique, le low-tech, Hmm. devient le summum de la sécurité. Exactement. C'est un refuge physique, bien sûr, mais c'est surtout un refuge technologique, idéologique contre la surveillance totale. Un espace hors du temps donc, et c'est là que débarquent nos trois fugitives. La première, Néonès. Elle, ce n'est pas une novice. Non, loin de là. C'est une membre de longue date de la commune. Elle est là parce que sa mère, qui était aussi une figure de la commune, a été capturée. Et Gémocorp lui a fait une offre. Un marché de dupes. Trahir les siens pour libérer sa mère. Une offre qu'elle a refusée, évidemment. Ce qui en dit long. Mais le lien familial est encore plus complexe, plus tragique que ça. Sa mère n'était pas n'importe quel membre. Ah bon? Non, c'était la pilote de l'aérolef qui s'est écrasée pendant la nuit des étoiles filantes. Attendez, la pilote. Ah oui, d'accord, ça change complètement la perspective. Complètement. Pour Néona, cet événement, ce n'est pas juste politique. C'est le cœur de son drame personnel. Elle est littéralement hantée. On comprend mieux son implication, du coup. Ce n'est plus juste une cause, c'est une vendetta. Et les sources précisent qu'elle est activement recherchée par l'Inquisition. Oui, elle est très reconnaissable avec ses cheveux blancs, sa cyberqueue. Elle ne peut pas se fondre dans la masse. Elle portait sa rébellion sur elle, en fait. Ok, donc on a cette rebelle de l'intérieur, marquée par la tragédie. Mais la deuxième, Irma, elle vient de l'extérieur des murs. Un profil radicalement différent. Elle appartient à un groupe religieux dissident, l'ancienne Église. Qui prône un retour aux valeurs d'avant les corporations. Voilà. Et son histoire, c'est un vrai roman d'espionnage. On nous dit qu'elle a été introduite clandestinement dans Néolutèce, cachée dans des caisses. Incroyable! Puis déguisée en membre de l'Église officielle, qui, elle, est contrôlée par Gémocor. Pour passer les contrôles, son organisation a payé une fortune pour la faire entrer. Avec une mission précise, j'imagine, très précise. S'allier à deux autres personnes pour détruire Gémocor. Et le plus fou, c'est qu'elle dit être guidée par une vision, une prophétie de l'effondrement des mégacorpos. Une prophétie. C'est fascinant de voir cette dimension presque médiévale débarquer dans un univers cyberpunk. La foi comme moteur d'action. C'est une force que Gémocor ne peut probablement pas modéliser dans ses algorithmes. C'est un facteur imprévisible. D'accord, donc on a la rebelle et la prophétesse. Et la troisième, Meryl, c'est peut-être le profil le plus surprenant. L'insider. Oui, elle n'est pas du tout une militante au départ, c'est une simple employée de Gémocor, une technicienne dans l'équipe d'un groupe de musique, les Andromèdes. Et son cas est très révélateur. Son basculement n'est pas idéologique au départ. C'est une réaction à l'horreur. Parce qu'elle était là le soir du massacre. Aux premières loges. Elle était en régie, elle a tout vu. Et quand elle a commencé à poser des questions, Gémocorp a fait une erreur. Ils ne l'ont pas éliminée. Ils l'ont mise au placard. Exactement. Muté à un poste d'archiviste en pensant l'isoler. Grosse erreur. Ils lui ont donné accès aux archives et du temps pour réfléchir. Précisément. Sa désillusion est devenue une arme.
Les sources disent même qu'elle avait monté un petit marché noir d'enregistrement sensoriel pirate des concerts. Elle connaît le système de l'intérieur. C'est le ver dans le fruit. Voilà. Et c'est là que la commune l'a repérée et l'a contactée avec un message chiffré. Et ça nous ramène au point de départ, à ce qui les lie toutes les trois, cette fameuse « Nuit des étoiles filantes ». La version officielle de Gémocorp est simple, martelée partout. La commune, groupe terroriste, attaque le concert, massacre. Fin de l'histoire. Sauf que le témoignage de Meryl, le témoin oculaire, contredit tout ça. Oui, Elle, depuis sa régie, elle était isolée. Elle a vu la foule devenir folle, une frénésie meurtrière, mais elle n'a rien entendu qui ressemblait à une fusillade. Elle-même a été protégée d'une sorte de... signal. un signal. Ça suggère une attaque d'un autre type. Beaucoup plus sophistiqué, oui. Psychique, sonique, technologique. Quelque chose qui a retourné la foule contre elle-même. C'est terrifiant. Et le sort des Andromèdes, le groupe de musique? Officiellement morte, mais Gémocorp fait quelque chose d'assez morbide. Ils exploitent l'image de l'une d'elles, Spite, pour une carrière solo posthume. Sous la forme d'une entité numérique, c'est ça? Oui, Une sorte de NFT? c'est ça, un actif numérique unique. Ils n'exploitent pas juste sa musique, ils exploitent son fantôme. C'est le capitalisme nécrophile à son maximum. Et pour que personne ne conteste, ils ont tout effacé. Un nettoyage numérique complet. Toutes les images originales du concert disparues des réseaux. La seule trace restante serait dans le sanctuaire, le serveur central de l'Inquisition. Une forteresse numérique. Mission impossible a priori. A priori. Mais nos trois hackeuses ne se sont pas retrouvées là par hasard. Les sources sont très claires là-dessus. Non, leur rencontre a été minutieusement orchestrée. Par un personnage qui se fait appeler Merlin. Un fixeur. C'est lui qui leur laisse le message sur la fameuse cassette, leur expliquant qu'il les a choisis, réunis, et qu'elles sont peut-être l'avenir de Néolutès. C'est un peu grandiloquent, non? Peut-être, mais il leur donne les moyens. Il ne fait pas que les mettre en contact, il leur fournit un QG, un squat entièrement équipé pour le hacking, avec un accès au dark web. Et il y a même une quatrième hackeuse, Papillon. La petite fille des tenanciers du refuge, qui a tout préparé sur ses instructions. C'est un marionnettiste, ce Merlin. Il a pensé à tout. J'imagine que les débuts de la collaboration ont dû être tendus. Ah oui, la méfiance est totale, surtout envers Meryl. Pour Néonet, c'est une employée de la boîte qui a tué sa mère. Pour Irma, une créature du système. Comment on dépasse ça? Par un terrain d'entente complètement inattendu. Leur amour commun pour les Andromèdes. Pas le produit marketing, mais les artistes. La musique les rapproche. C'est le premier pont. Et il y a ce moment, décrit dans les sources, qui est un vrai tournant. Elles travaillent ensemble sur un hologramme de Spite, la chanteuse ressuscitée. Spontanément, elle le hack néoneux, lui redonne sa robe de mariée du concert. Irma, elle, efface la ville pour projeter un vrai ciel étoilé autour d'elle. Un spectacle devient impossible. Et Meryl ajuste la technique, la lumière. Voilà. C'est leur premier acte de création collective. Ce n'est plus du hacking pour détruire, c'est du hacking pour se souvenir, pour restaurer une vérité. C'est un symbole très fort de leur potentiel, en fait. Exactement. Elles passent de la méfiance à la synergie. Elles comprennent qu'avec les compétences de Meryl, la ferveur d'Irma et l'expérience de Néoneux, elles ont peut-être une chance. Donc le tableau est posé. On a nos trois fugitives, chacune avec une pièce du puzzle, réunies par ce Merlin pour s'attaquer à un empire. La première mission semble claire. Infiltrer le sanctuaire. Oui, l'objectif à court terme est évident. Mais ça soulève une question beaucoup plus vaste et un peu inquiétante, je trouve. Laquelle? Les sources nous décrivent Merlin comme leur bienfaiteur. Il leur donne tout. Un but, un refuge, les outils. Mais on ne sait rien de lui, de ses motivations réelles. Où voulez-vous en venir? En les armant pour lutter contre le contrôle de Gémocorp, ne risque-t-elle pas, sans même s'en rendre compte, de devenir les pions d'une autre manipulation? De se libérer d'une cage pour entrer dans une autre, sans le savoir. Voilà. C'est la question qui reste en suspens.